Hello, I'm Bill Gates. And we are calling it iPhone. Attends, je veux causer de science avec les intellos. Bonjour à tous et bienvenue chez Jérôme et François. Vous êtes les bienvenus, asseyez-vous, prenez une chaise. Salut François Sorel. Bonjour Jérôme Colombin. Quand tu dis bienvenue chez Jérôme et François, enfin là en l'occurrence c'est bienvenue chez François, puisque pour tout vous dire, on enregistre ce 3e numéro de chez Jérôme et François chez François. Non mais il fallait pas le dire, c'est le côté, c'est le concept si tu veux. Vous entrez chez Jérôme et François, d'accord. voilà. Enfin comme ça, vous savez un peu le off aussi du truc. On est tranquillement installé dans mon salon, voilà, sur la table de la salle à manger. On est très bien servi. Voilà, Jérôme est en train de boire un petit thé, moi j'ai un petit soda et tout va bien, on est ravis de vous retrouver. Très bien, et tu as raison de préciser que dans ce podcast on vous dit tout, puisque véritablement l'idée c'est de vous parler de techno, parfois de décrypter un petit peu l'actu, mais aussi d'aller de l'autre côté du décor, d'essayer de vous faire toucher du doigt certains aspects de l'envers du décor. Oui, parce que Jérôme, vous le retrouvez sur France Info tous les jours, moi je suis sur RMC et sur 01net TV, tout comme toi d'ailleurs aussi, avec tous les rendez-vous que vous pouvez retrouver sur 01nettv.com et sur YouTube. Chaque jeudi soir à 19h pour 01 Live. Oui, bien sûr. Et donc là, c'est vrai qu'on va vous proposer quelque chose de vraiment particulier, puisque pour ce 3e numéro de chez Jérôme et François, on va revenir sur les fails technologiques. Évidemment, l'actualité bouillante du moment nous a fait réagir avec les difficultés pour Samsung avec son Galaxy Fold, son smartphone pliable. On ne va pas revenir sur les tenants et les aboutissants de cette affaire. Voilà, vous la retrouvez sur 01net TV, voilà, où on vous explique tout. Oui, c'est vrai. Juste rappeler que donc on est à une période où Samsung a décidé de décaler le lancement du Galaxy Fold suite à des problèmes techniques. Et donc là, nous, on va se replonger 10 ans en arrière, François, pour un autre fail. Alors, c'est pas exactement la même chose, mais on va vous raconter comment l'industrie et le monde entier a basculé sur le format Blu-ray au lieu du format HD DVD. Oui, et c'est carrément là une situation de crise qu'on va vous faire vivre, mais du côté de Toshiba, parce que Toshiba a été, l'ambassadeur du HD DVD. Si vous vous en souvenez, on est fin des années 2000, il y a la bataille, tu disais, Blu-ray, HD DVD. Tu sais, la bataille des standards, on ne pouvait pas avoir deux standards HD, on ne pouvait pas avoir le Blu-ray et le HD DVD, il ne devait en rester qu'un, et c'est Blu-ray qui a gagné. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on a rencontré pour vous le patron de Toshiba France à l'époque. Il s'appelle Thierry Chabrol. C'est quasiment quelqu'un qui a vécu des trucs incroyables dans le monde de la high-tech. Et on va se replonger dans cette époque, Jérôme. Bonjour Thierry Chabrol. Bonjour Jérôme, bonjour François. Alors Thierry Chabrol était, Jérôme, parce que là on va remonter le temps, on va pratiquement partir 12 ans en arrière. Vous étiez, Thierry, le directeur général de Toshiba France, donc en 2008. Et en 2008, en quelques heures, en fait, le destin de Toshiba, en tout cas la filière audio-vidéo, a complètement basculé, tout simplement parce qu'il y a eu une décision, on va dire, stratégique, politique même. Remettons-nous quand même dans le contexte, Jérôme, le HD DVD qui était le format concurrent du Blu-ray. Oui, c'est-à-dire qu'on était vraiment dans les débuts du nouveau format de vidéo pour la maison. On passait à la haute définition, exactement. Il y avait deux formats qui se bagarraient et on attendait de savoir lequel allait l'emporter, en fait. Voilà, il y avait une bataille monstrueuse et à l'époque, la bataille, c'était les éditeurs, Thierry. C'est-à-dire C'était à la fois les constructeurs, donc le HD DVD qui était supporté par Toshiba, supporté par Microsoft, Intel, par grand nombre aussi de fabricants de PC comme Asus, HP, et il y avait effectivement de l'autre côté le Blu-ray avec bien évidemment Sony, un certain nombre d'acteurs de lecteurs DVD qui avaient opté pour le format Blu-ray. On avait des acteurs comme Samsung ou LG qui, par rapport à l'incertitude de l'avenir, proposaient à la fois des lecteurs HD DVD, mais aussi des lecteurs Blu-ray. Ils ne se mouillaient pas. On avait grand nombre de constructeurs, fabricants chinois qui étaient en train d'opter pour le format HD DVD. Donc ça, c'est un petit peu la photo hardware. Et c'était la bataille. C'est-à-dire que là, il y avait une bataille parce qu'on savait qu'à terme, un seul allait vivre, en fait, comme format. On ne pouvait pas imaginer le monde de la hi-fi de la vidéo avec deux formats. D'un côté, le Blu-ray, le HD DVD. C'était pas possible. Je crois qu'on avait pour les plus anciens l'expérience du VHS et Betamax,
qui était sur les cassettes vidéo et oui, qui avait déjà été une bataille onirique. Qui avait déjà été une bataille assez exceptionnelle. Il y avait même le V2000 en plus. Il y avait 3 formats. Il y avait 3 formats à l'époque pour finalement. Il y avait Philips, Sony et JVC. Absolument, pour finalement voir le VHS l'emporter. Alors attends, on ne va pas remonter aussi loin que au VHS Betamax. Restons juste sur le duel HD-DVD Blu-ray. Et donc, en janvier 2008, c'est ça ? Ouais. Un jour de janvier 2008. Ouais, mais tout va basculer. Mais avant d'arriver en janvier 2008, ce qui est intéressant, c'est d'échanger sur ce qui s'est passé avant, puisque je vous parlais à l'instant à la fois des constructeurs, donc les industriels du hardware. On avait aussi les éditeurs, les grands majors américains et aussi européens qui devaient choisir leur camp et dans quel format ils allaient proposer les films. Pour être honnête, grand nombre d'entre eux avaient décidé de proposer les films aux 2 formats à la grande distribution, donc aux consommateurs, dans l'attente de la décision finale du marché. On avait aussi, et vous verrez que c'est peut-être le sujet le plus important, il y avait aussi la console de jeu de Sony, la PlayStation 3, qui avait un lecteur Blu-ray, oui, c'est vrai. Et la Xbox 360, qui avait un lecteur HD-DVD. Donc, il faut bien remettre ça dans le contexte où on a à la fois, en 2003, le DVD Forum qui décide, parce que la télé haute définition arrive, qu'on doit avoir un support en haute définition pour cette télé haute définition. Là, le HD-DVD est choisi comme étant le format haute définition. Sony, en dépit de cette décision, décide de continuer ces avancées et ces évolutions sur le Blu-ray. Et on se retrouve donc en 2006 avec cette guerre des 2 formats. Les 2 consoles de jeu sur le marché qui ont chacune un format. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, les fabricants de hardware qui prennent ou pas position en faveur de l'un ou l'autre format. Et donc nous lançons en France le HD-DVD de mémoire fin janvier 2007. Avec un énorme boulot, et là, c'était de très belles années pour nos équipes, puisqu'on a des accords avec, je pense, tous les majors cinéma en France, qui sont les Paramount, les Universal, les Studios Canal, les M6 Vidéo, les TF1 Vidéo. À ce moment-là, Warner est encore indécis, mais annonce assez rapidement qu'il va foncer sur le HD-DVD. Donc, on a une situation au niveau mondial qui est plutôt favorable au HD-DVD, qui est plutôt favorable. En France, sur les lecteurs haute définition, on a plus de 70% de part de marché. C'était il y a 12 ans, donc on va être très honnête. On avait aussi quelques mois d'avance sur le Blu-ray, donc on jouait avec les parts de marché, mais on n'était pas exactement à périmètre équivalent. Et les consoles de jeu se livrent une guerre incroyable entre la PS3 et la Xbox 360. Et là, la fin de l'année 2007 se passe plutôt très bien pour le HD-DVD, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde. On est à quelques heures de partir au CES de Las Vegas où 75-80% de notre stand est autour du HD-DVD. Et là, je me souviens très très bien, c'était le samedi 5 janvier 2008 et j'ai été réveillé à 6h du matin par le patron monde du HD-DVD qui m'a dit il y a un problème. Donc après que je lui ai dit que le premier problème est qu'il me réveillait à 6h du matin. Donc qui vous appelait du Japon? Il m'appelait du Japon pour me dire tu pars dans quelques heures à Las Vegas, tu vas être dans l'avion avec beaucoup de journalistes et beaucoup de clients. Sache que la nuit dernière, Warner a annoncé son soutien définitif au Blu-ray et que très certainement le HD-DVD, parce que Warner part dans l'aventure Blu-ray et exclusivement sur le Blu-ray. Des retailers comme Best Buy, comme par hasard aux États-Unis, ou Walmart ont également annoncé qu'ils allaient supporter le Blu-ray et non plus le HD-DVD. Et malheureusement, là, ça a été
ça a été un petit peu comme les c'est dominos. Voilà, c'est l'effet domino. C'est l'effet domino. Après, on peut se dire que la Fox ou la Paramount, tout ça, Disney avait déjà donné son go pour le Blu-ray. Warner basculant, on savait qu'ils allaient entraîner Paramount, on savait qu'ils allaient entraîner Universal, on savait qu'ils allaient entraîner tous les grands studios. Et donc, moi, je me retrouve ce fameux 5 janvier, après quelques coupures embrasantes, parce que c'était quand même 2 ans de travail qui allaient s'arrêter net. Je me retrouve à Roissy avec mes équipes que je dois briefer, et là, des journalistes dont vous étiez peut-être, messieurs, à l'époque, je crois bien qu'on y était. Et des journalistes, des clients, et tout le monde disant, mais qu'est-ce qui se passe? Et on s'est retrouvés au CES de Las Vegas, où la journée, on essayait de faire bonne figure vis-à-vis de nos clients, partenaires et les journalistes. Et la nuit, on travaillait en fonction des décalages horaires avec les différents pays, que ce soit l'Asie ou l'Europe, pour savoir ce qu'on allait annoncer pour les consommateurs qui avaient acheté des HD-DVD, pour la distribution qui avait du HD-DVD. Et c'était beaucoup de travail qui allait être réduit à néant, mais il y avait encore beaucoup de choses à faire pour sortir la tête haute d'un combat, je dirais, où si je me mets purement sur une vue franco-française, on a perdu cette guerre, alors qu'en France, on a été dépassé par le pourquoi du comment. Donc Thierry, la patatras, tout s'écroule. Donc Roissy, l'avion, la nouvelle en fait avait fuité, hein, les journalistes étaient au courant, donc forcément les questions commençaient à arriver, Absolument. etc. Et le discours officiel, ça devient quoi alors qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Comment est-ce qu'on fait bonne figure? Alors on fait pas déjà bonne figure. Les premières heures, on fait pas bonne figure parce que encore une fois, c'est plus de 2-3 ans de travail, que le début de l'année, la fin de l'année 2017 avait été extrêmement bonne, qu'on a plein de projets pour l'année 2018, que notre gamme va s'étoffer, qu'il y aura de plus en plus de titres que les consommateurs donc pourront acheter et pourront consommer du DVD haute définition, que Microsoft et Intel sont plus que jamais on board, que si je prends l'aspect franco-français, on a de plus en plus d'éditeurs qui sont avec nous et qui ont envie de faire des promos. Donc, on n'imagine pas une seule seconde que ce truc-là peut arriver. Donc, comment on fait bonne figure les premières heures et les premiers jours? On fait des sourires, mais on est KO debout, parce que moi, je savais les milliers de gens qui avaient acheté je connaissais le nombre de gens qui avaient acheté des produits HD-DVD. Oui, les lecteurs. Je savais les Et vous stocks. saviez qu'ils allaient se retrouver avec un produit qui allait plus servir à C'était pas fini, grand-chose, puisque à plus rien. Si ce n'est lire des DVD classiques, ça on s'en restait fiche. un lecteur DVD, mais on s'en fiche. mais on oui, s'en bien fiche. sûr, bien sûr. Et là, donc, on est face à une situation où on a premièrement, on a des clients qui ont fait confiance au format et ils avaient raison de faire confiance au format. On a des distributeurs qui ont fait confiance au format et ils avaient raison. Des éditeurs français avec lesquels nous travaillions depuis des mois, qui avaient accéléré, même pour certains, la sortie de films au format HD-DVD. On avait des promotions en cours, on avait des PLV qui étaient imprimés. Et puis Thierry, ça arrive vraiment au moment le plus humiliant. C'est le CES de Las Vegas. C'est-à-dire que là, c'est la fête de la techno. Ouais. Ce truc-là, tout le monde se regarde en chien de faïence. Tout le monde est là pour montrer ses biscottos, parce que c'est là qu'on montre la toute puissance de toutes les marques. Absolument. Et là, Toshiba se retrouve à terre, finalement. En tout cas, cette partie-là. Non, mais oui, puis soyons honnêtes. Notre stand, on devait avoir un stand de 5 ou 600 mètres carrés. 80% du stand était dédié au HD-DVD. Mais oui, c'est un chaos debout. C'est un chaos debout. Et de toute façon, on n'a même pas parlé des téléviseurs ou des autres produits qu'on pouvait présenter sur le stand, parce que les gens ne venaient que pour le HD-DVD. Donc, on avait quelques formules bateau. Nous réfléchissons éventuellement à nous aussi sortir un produit qui pourrait éventuellement
être Blu-ray ou avoir les deux supports. Mais tout ça n'était que du vent et on était en train déjà de réfléchir à comment on allait se retirer le plus proprement possible à l'égard des consommateurs, de la distribution et des comment dirais-je, des fabricants, enfin des majors américains qui avaient proposé grand nombre de produits. Je crois qu'on avait à l'époque 150 films déjà qui étaient disponibles sur le marché, ce qui était assez énorme. Alors, on va en parler de la manière dont vous avez essayé de sauver le bébé, enfin sauver les meubles vis-à-vis des consommateurs, mais sur le fond, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce que Warner a finalement opté pour le Blu-ray plutôt que pour le HD-DVD ? Écoutez, il s'est passé 12 ans, donc je crois qu'il faut... Il y a prescription, Thierry, ouais, tout balancer maintenant. Il y a prescription, je vais m'enfuir loin. Sincèrement, je pense que c'est une histoire de gros sous, au sens néanmoins honnête du terme, mais c'est une histoire de gros sous. Je pense que l'intérêt... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Sony a fait un gros chèque à la Warner pour... J'y étais pas, mais il y a une chose qui est sûre. Non, mais c'est quelque chose que vous pouvez imaginer. Mais il y a une chose qui est sûre. C'est la rumeur qui a couru. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'encore une fois, la PlayStation, et j'ai eu à une époque le plaisir d'être chez Microsoft face à la PlayStation. La PlayStation était à l'époque, si ma mémoire est bonne, 12% du revenu de Sony pour près de 60% du résultat de Sony. Donc, il y a une chose qui est certaine, c'est que le Blu-ray ne pouvait pas ne pas réussir, puisque le Blu-ray équipait les PlayStation. Et puis, c'était la survie de Sony. Je sais pas, ce serait prétentieux. Non, mais quand on voit aujourd'hui ce qui reste de Sony, on enlève la PlayStation, il reste plus beaucoup de choses. Et imaginez à l'époque, si le standard HD-DVD avait gagné, que celui-ci se soit retrouvé sur tous les lecteurs DVD haute définition. Imaginez-vous Sony avec sa PlayStation, avec un lecteur HD-DVD, verser des royalties à Microsoft, qui lui-même a sa Xbox avec un lecteur HD-DVD. Donc là, Sony avait quand même cette position extrêmement particulière et différente des autres acteurs, c'est que c'était Sony hardware, avec des lecteurs DVD qui devenaient des lecteurs Blu-ray. C'était Sony PlayStation, mais c'est aussi Sony Cinéma. Donc Sony était partout. Et ensuite, nous, clairement, ce qui se disait entre nous, c'est que Sony avait donné les moyens à Warner d'avoir envie d'abandonner le HD-DVD. Bon, après, c'est de bonne guerre. Business is business. Mais si on regarde les choses finalement 10 ans, 12 ans après, est-ce que vous ne tenez pas votre vengeance aujourd'hui ? Parce que est-ce que le retour sur investissement sur Sony est bon ? Parce qu'aujourd'hui, finalement, ces supports physiques sont complètement en perte de vitesse. Finalement, tout ce qu'ils ont investi dans le Blu-ray, en ont-ils véritablement tiré les bénéfices à la hauteur de ce qu'ils attendaient ? Et pour compléter la question de Jérôme, finalement, le Blu-ray n'a jamais été un énorme succès. Le DVD a été un gros succès, mais le Blu-ray ne l'a pas été tout autant. Mais je crois que le Blu-ray, peut-être comme l'aurait été le HD-DVD, maintenant j'ai quitté cette partie électronique grand public, mais une chose est sûre, c'est que si on regarde ce qui s'est passé ces 10-12 dernières années, je crois que absolument aucune avancée technologique n'a pris le temps d'arriver à maturité sur son propre marché. On parle là, je vous rejoins, le Blu-ray n'a jamais été le DVD. Et on est passé quasiment du DVD à la vidéo on demand et tout ce qui peut, la manière dont on consomme les films aujourd'hui avec Netflix et autres. Alors pas pour tout le monde, parce qu'il y a encore des gens qui achètent des Blu-ray, même des DVD, etc. Ça existe encore pour celui qui... Je crois qu'il y a une notion de collector, c'est-à-dire je veux l'avoir à la maison, je veux ma DVD tech, je veux ma Blu-ray tech si le mot existe. Mais là où vous avez, François, c'est ce que vous disiez, je crois que le Blu-ray n'est jamais devenu, en plus dans le langage commun, oui, tout le monde a un jour parlé du DVD, voire du DVD portable, mais j'ai jamais entendu quelqu'un dire « Tiens, j'ai un Blu-ray à la maison ». C'est-à-dire que c'était du DVD haute def. Mais, tout le monde a eu du DVD, mais tout le monde n'a pas eu du Blu-ray. Mais complètement. Et aujourd'hui, je pense même que des gens
qui achètent aujourd'hui des consoles Sony, des consoles de jeux Sony, n'ont rien à faire du fait que ce soit un lecteur Blu-ray à l'intérieur, parce que les modes de consommation aujourd'hui font que de toute façon, on utilise sa PlayStation pour aller online, chercher un film on demand, et que c'est plus le sujet. Ouais. Donc voilà. Mais c'est-à-dire que la bataille entre le HD, DVD, le Blu-ray, c'est plutôt le dématérialisé qui a gagné finalement. Exactement. Et c'est l'Internet. Et ça, à l'époque, on ne pouvait pas le savoir. Non, et puis... Et Alors, je suis resté, moi, encore quelques années après cette victoire par KO, soyons clairs, de Blu-ray sur HD DVD, je suis resté quelques années chez Sony, et je me souviens de réunions... Chez Toshiba, pardon, oula. Et je me souviens de réunions internes où on était même un petit peu écœuré de la manière dont Sony utilisait et faisait fructifier cette victoire. En d'autres termes, nous avions construit en 2 ans des relations extraordinaires avec tous les majors qui étaient en France, les Paramount France, Universal France, Warner France, même Warner France, et on avait commencé ensemble à échafauder toute une strate, une vraie stratégie de pénétration des foyers pour réellement donner envie aux gens de passer du format DVD au format haute définition DVD. Et force a été de constater au moment où Sony a gagné que Sony, et je ne fais que répéter ce que les éditeurs nous disaient à l'époque, Sony s'est éloigné d'eux, ce n'était plus un sujet, ils avaient gagné, donc le standard définitivement était le Blu-ray, mais il n'y a pas eu, comme il y aurait pu y avoir chez Toshiba vu ce qu'on avait dans les tiroirs, il n'y a pas eu cette volonté d'accompagner le marché pour que les gens aient envie de changer leur DVD. Et rappelons que le plus important dans tout ça, c'était les royalties, en fait, Sony ou Toshiba, tout dépend qui gagnait, en fait, touchaient sur la vente de chaque HD DVD ou Blu-ray. C'était ça, le nerf de la guerre. Ouais. C'est un peu le modèle économique du rasoir. On achète vous vendiez presque à perte les lecteurs HD DVD. On ne devait pas gagner beaucoup d'argent. Voilà. Je ne connais pas exactement. Voilà, c'est le modèle du jeu vidéo, de tous ces trucs-là. On vend du hard pas cher. Le hard et on se rattrape sur le soft. Et on se rattrape sur le soft, absolument. Et alors, qu'est-ce que vous avez dit au final à tous ces pauvres consommateurs La vérité. Oui. La vérité. Le produit, encore une fois, le produit était de grande qualité. Le produit était... Est-ce qu'il était meilleur que le Blu-ray, en fait, techniquement, comme finalement comment il s'appelait du temps du VHS et Betamax. Du Betamax. Oui, le Betamax était meilleur. Le Betamax était meilleur que le VHS. Alors, oui, moi, on arrivait à démontrer techniquement qu'il était meilleur, mais ce qui était sans ouvrir forcément ce débat sur lequel était le meilleur, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que le HD DVD était beaucoup plus facile à produire. La capacité de stockage était supérieure sur le Blu-ray. La capacité de stockage était supérieure. On pouvait stocker beaucoup plus de données que sur le HD DVD. Ouais, mais à partir du moment où on arrivait à mettre un film en haute définition, le fait qu'il reste de la place sur la galette du Blu-ray, on avait balayé cet argument. On pouvait mettre un film moins compressé, peut-être aussi. Peut-être. Et ce qui est sûr, c'est qu'il était plus facile pour les majors de développer des films en HD DVD du fait simplement de la simplicité par rapport au Blu-ray. Donc qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit la vérité. On a dit que on a beaucoup travaillé sur les communiqués de presse. Vous avez remboursé les gens ou pas ? Alors, on n'a rien fait en direct avec les consommateurs. Tout a été fait au travers de la grande distribution. Donc, j'ai acheté un lecteur HD DVD à la Fnac, par exemple. Vous pouviez le ramener à la Fnac. La Fnac vous remboursait, nous on remboursait la Fnac et on reprenait le produit. C'est-à-dire qu'on a repris des dizaines de milliers de HD DVD sur la période janvier-mars. On a organisé avec vous savez, quand il vous arrive un truc comme ça et que vous avez par ailleurs une super gamme de télé LCD, que vous avez toujours vos DVD portables, que vous êtes
un acteur majeur dans le monde du PC, mais vous êtes aussi un acteur majeur dans le monde des copieurs. C'est-à-dire, on parle d'une marque, là, on parle d'un groupe. C'est-à-dire, on ne peut pas entacher le groupe parce il s'est passé ce qui s'est passé. Il faut faire attention aux effets de bord. Donc, par honnêteté, correction commerciale, on a vraiment souhaité être le plus clean possible, à la fois à l'égard des consommateurs et de la distribution. Donc la chose a été très simple. Beaucoup de communication sur notre site internet à l'époque, même si c'était moins un vecteur de com que ce que ça peut l'être aujourd'hui. Beaucoup d'échanges avec la grande distribution. La possibilité pour les consommateurs de rendre leurs produits s'ils le souhaitaient. Il y a eu en parallèle, parce que vous pouviez avoir envie de garder votre HD DVD, et si vous aviez un certain nombre de softs, on a fait, je me souviens, pas mal de choses avec les éditeurs, avec TF1 Vidéo, avec Canal Vidéo, pour faire des prix super intéressants sur les films pour quelqu'un qui aurait voulu se concocter une HD DVD tech d'une centaine de titres, mais le mot d'ordre était de toute façon, vous ne voulez plus le produit, vous n'y êtes pour rien, vous le ramenez là où vous l'avez acheté, et nous on récupère tout, et pour être très honnête, tout a été détruit derrière. Voilà, c'est la question que j'allais poser. Tout a été détruit. Ouais. Tout a été détruit. Et ça coûte évidemment des millions, voire des milliards au niveau mondial, cette histoire-là. Joker, évidemment, mais je connais pas le montant, donc je vais ce que je sais pour la France, simplement pour la France. Est-ce que ça n'a pas été aussi peut-être le début de la fin pour l'entité audio-vidéo de Toshiba? Est-ce que ça n'a pas été, on va dire, le coup de trop? Non, parce qu'on est en 2008. Les parts de marché de Toshiba en télé sont au plus haut en 2011-2012. Donc non, ça a été... Vous savez, Toshiba est quand même au moment... Alors, je vais parler de la France, mais on est leader sur le marché des DVD, leader sur le marché des DVD portables. Je me souviens d'un pari qu'on avait fait à l'époque avec mes direct reports, et on avait acheté à un moment où la France entière riait de l'idée, on avait acheté l'exclusivité des ch'tis pour faire un bundle sur les ch'tis, et je me souviens avoir dealé avec Pathé le fait de pouvoir mettre le film Les Ch'tis, et quand tout le monde pensait que ça ne ferait qu'1 million d'entrées. Donc ça nous avait grandement aidé pour atteindre cette position de leader. Merci Danny Boone. Merci Danny Boone. Merci aussi TF1 Vidéo. Je me souviens d'un très beau bundle avec la MOM à l'époque qui avait aussi bien marché. Donc Toshiba était leader sur ce marché du HD-DVD, du DVD portable. En télé, on était passé en quelques années de 0,5 à 8% de part de marché. L'activité PC se passait super bien. Mes collègues du PC avaient une 15-18% de part de marché. Donc non, bon, derrière, il s'est passé ce qui s'est passé avec les années. Il faut reconnaître que le monde de la télé était extrêmement concurrentiel. Il n'y a plus de télé Toshiba aujourd'hui. Il y en a, mais la marque existe toujours. Mais c'est plus du Toshiba, vraiment. C'est plus du Toshiba. L'activité télé de Toshiba a été au niveau mondial arrêtée, effectivement. Mais vous savez, aujourd'hui, si vous n'êtes pas LG ou Samsung, ou si vous n'avez pas des créneaux et des quartiles très très précis, comme peut l'avoir Sony aujourd'hui ou Panasonic, c'est quand même compliqué d'exister sur ce marché-là, et très cher. Merci Thierry Chabrois de nous avoir replongé dans cette folle épopée avec du grand HD-DVD, plaisir, messieurs. Dont la fin était en 2008. Merci beaucoup. Hello, I'm Bill Gates. And we are calling it iPhone. Attends, je veux causer de science avec les intellos.